Bienvenue dans ce podcast dédié à l'écologie humaine, où sont mises en lumière les initiatives et réflexions qui retissent des liens, que ce soit entre humains ou entre ces derniers et le reste du vivant. Explorons alors ensemble les chemins défrichés par ces porteurs de projets qui souhaitent faire rayonner une belle solidarité et un vrai respect de leur environnement. Allez, c'est parti, il est temps de construire ensemble un monde mieux relié, plus humain, mais surtout davantage bienveillant. Aujourd'hui, on plonge dans un univers parfois mal compris et souvent associé à de la manipulation, le lobbying. Figurez-vous que nous avons rencontré un homme qui est persuadé que le lobbying est en réalité une respiration démocratique et il souhaite en re-questionner les méthodes pour les rendre plus horizontales en associant davantage la société civile mais aussi plus transparentes en le faisant aux yeux de tous. Mais je ne vous en dis pas plus. Place maintenant à Gaëtan Deroyer, consultant en affaires publiques et auteur du livre Le lobbying autrement, paru en octobre dernier aux éditions Librisfera. Bonjour Gaëtan et merci d'être avec nous. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement qui vous êtes et ce qui vous a conduit à lancer ce projet? Je suis consultant en affaires publiques et lobbying depuis plus de 20 ans. J'ai créé mon propre cabinet il y a maintenant 8 ans qui s'appelle Cause avec un double objectif. Un, de re-questionner les méthodes du lobbying au profit de recettes plus horizontales, c'est-à-dire associant davantage la société civile, et plus transparentes, c'est-à-dire le faisant aux yeux de tous. Et un deuxième objectif de démocratisation de notre activité pour la rendre accessible à toute organisation. Dans le cadre de ce deuxième objectif, on a lancé à Paris il y a maintenant 4 ans une initiative qui s'appelle The Good Lobby, qui vise à connecter tout un réseau d'expertise pro bono avec des demandeurs, c'est-à-dire des porteurs de projets, responsables associatifs qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la culture politique. Et dans le cadre de The Good Lobby, petit jeu de poupée gigogne, nous avons lancé une association qui s'appelle les Oublis de la République, dont la vocation est d'organiser et de promouvoir la prise de parole directe des personnes victimes d'exclusion dans le débat public. Et je viens de publier aux éditions Librisfera un petit livre intitulé Le lobbying autrement. Le lobbying, c'est un terme complexe qui est souvent d'ailleurs mal compris. Selon vous, quelle est sa véritable signification? Le lobbying au sens strict, c'est toute action visant à influencer la loi ou la réglementation pour y intégrer des intérêts particuliers, sachant que l'intérêt général se dégage beaucoup plus dans une consultation des intérêts particuliers, une confrontation des intérêts particuliers que dans une vérité unilatéralement professée d'en haut, quand bien même elle est éclairée et pertinente. Donc ça, c'est au sens strict du terme. Effectivement, le lobbying, c'est ce dialogue entre la société civile qui a des intérêts à faire valoir et les décideurs, généralement en amont d'une réglementation ou d'une loi. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cet élan pour devenir lobbyiste? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours qui vous a mené jusqu'ici? J'ai très jeune éprouvé une véritable passion pour la chose publique. Ma première expérience de la vie politique française, ça a été l'élection présidentielle de 1988. J'ai été très sensible à la dimension communicante. On était durant l'âge d'or en fait des affiches politiques. Il y avait les grandes campagnes de Séguéla, Le Courage, oui c'est Chirac, Génération Mitterrand avec un petit bébé en toile de fond. Et moi, j'ai l'impression qu'on vivait aussi les dernières années de débats politiques avec des enjeux d'une France qui était encore assez souveraine, hein. Aujourd'hui, elle est quand même très limitée par des transferts de souveraineté qui rendent la décision publique vachement plus diffuse et vachement plus complexe. Pour toutes ces raisons-là, très jeune, j'ai été attiré par la chose publique. J'ai fait des études de Sciences Po. J'avais initialement pas mal d'idées reçues sur le lobbying et c'est un peu par incident que j'ai été embauché dans un cabinet de conseil en lobbying. Pour quelles raisons le lobbying est-il un levier puissant et quelle couleur souhaitez-vous lui donner aujourd'hui et surtout pourquoi? J'ai découvert assez vite que le lobbying, loin d'être une espèce de truc de manipulation des hommes politiques, était au contraire une respiration démocratique dans la mesure où il permet aux décideurs de se confronter à la vie du terrain avant même de réglementer ou de légiférer. Il n'est pas souhaitable qu'aujourd'hui un homme politique dans sa tour d'ivoire prenne des décisions sans se soucier de la manière avec laquelle elles seront appliquées.
Il en va de la pertinence, c'est-à-dire du ciblage de la mesure, mais il en va aussi de la bonne adhésion de l'ensemble des acteurs à la loi, ce qu'on appelle le consentement à la loi. La démocratie, c'est un fragile équilibre en permanence avec des intérêts qu'il convient de concilier pour que les gens arrivent à vivre ensemble. Donc on ne peut pas établir quelque part une dictature entre deux élections. Il faut sans cesse se soucier de la manière avec laquelle on est perçu, reçu, la manière avec laquelle la décision peut être aussi efficace. Alors évidemment, à la fin, c'est aux politiques qu'il revient la responsabilité de trancher, et c'est une responsabilité qui est importante après avoir écouté toutes les parties. Et je pense aussi, si vous voulez, que à force d'être un petit peu naïf sur le lobbying, on laisse cette arme uniquement aux cyniques et à ceux qui ont énormément de moyens, alors qu'en réalité, c'est pas très compliqué de participer au débat public, c'est pas très compliqué d'aller porter une parole quand on est petite association et que l'on expérimente sur le terrain des recettes qui peuvent bénéficier à l'intérêt général. C'est pas très compliqué d'aller la promouvoir auprès des élus, auprès des représentants de l'administration. Et moi, c'est cette coloration que j'aimerais donner aux affaires publiques, c'est-à-dire une coloration assez démocratisée, où tout le monde pourrait avoir accès à des outils relativement professionnels de sensibilisation de nos décideurs. Et que pensez-vous de l'état actuel de notre démocratie en France? Il me semble que l'on traverse une profonde crise démocratique et qu'une personne qui fait du lobbying aujourd'hui, observateur attentif qu'il est du débat public, a des choses à dire par rapport à cette crise démocratique. Cette crise démocratique, elle touche à la fois, je pense, les mécanismes de la démocratie et la finalité même de la démocratie. Sur les mécanismes, on peut passer assez vite. On a vu des élections européennes, où on a atteint des summums, comment dirais-je, pour être aimable, j'allais dire supercherie, mais allez, je vais assumer le terme, mais quand aujourd'hui on vous propose un débat entre Gabriel Attal, qui n'est pas candidat, et Jordan Bardella, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on privilégie le clash aujourd'hui, hein, qui est fortement avivé d'ailleurs par les réseaux sociaux, que ce qui nous intéresse au premier chef, c'est le choc des titans, c'est Trump contre Kamala Harris, etc., au mépris même d'une certaine égalité de la démocratie qui voudrait que l'on traite les candidats de manière égalitaire. De manière égalitaire, c'est-à-dire chacun a la même voix au chapitre. C'est exactement la même chose dans notre métier. On observe aujourd'hui de fortes asymétries. Je prends le simple exemple de la question agricole qui va pas mal nous occuper puisque la FNSEA reconduit un certain nombre de manifestations. Aujourd'hui, la FNSEA, elle dépense 10 fois plus en lobbying que la Confédération paysanne. Donc il y a une très forte asymétrie dans les modèles agricoles qui sont défendus derrière la FNSEA, qui représente beaucoup quand même les intérêts des grandes exploitations très consommatrices d'intrants, c'est-à-dire d'énergie fossile, de pesticides, de fertilisants de tous ordres, qui est en bout de course. Et je veux dire, il y a bien un moment où il va falloir se poser la question de nos modèles agricoles, parce que tous ces intrants vont devenir de plus en plus rares. Et en face, vous avez la Confédération paysanne qui est 10 fois moins audible, alors qu'en réalité, en proposant des alternatives, elle est particulièrement stimulante à cette réflexion sur les alternatives. L'idée, c'est pas que la FNSEA n'ait pas voix au chapitre, au contraire, elle défend une véritable réalité, elle est légitime à prendre la parole. Mais j'aimerais qu'on arrive à une plus grande égalité des représentations d'intérêts dans leur mode d'expression. La démocratie, encore une fois, elle repose sur une certaine égalité qui suppose une équidistance entre les citoyens et le pouvoir. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se grippe dans la démocratie et qui s'observe aussi à travers toutes ces asymétries dans le lobbying. Sans compter que la démocratie est en crise aussi dans sa finalité. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'Union européenne. On va se voir imposer très certainement un traité de libre-échange avec le Mercosur, alors que la France n'en veut pas et que l'époque est plutôt au circuit court. Donc il y a quelque chose de relativement aberrant que les gens sentent bien en fait dans ce genre de décision. Moi, ça fait 15 ans sur un autre chapitre que j'entends parler de réindustrialisation et que la part de l'industrie dans notre PIB ne cesse de décroître. Et puis, alors là, un très bel exemple aussi dont j'entendais parler hier, mais aujourd'hui, on vote des lois qu'on n'applique pas. Nous, on est très actifs dans le domaine de la protection de l'enfance. En 2022, il y a une loi qui a été votée, qui était portée par le ministre Adrien Taquet, avec un certain nombre de dispositions qui n'ont toujours pas été appliquées, notamment l'interdiction des placements des enfants dans les hôtels. Il a fallu attendre le suicide d'une jeune fille à Clermont-Ferrand en février dernier pour qu'on se préoccupe de ça. Je pense que les gens sont très conscients en fait que notre démocratie, elle est en crise aussi dans sa finalité, c'est-à-dire la démocratie pour quoi faire, quand on sent à quel point parfois elle est inefficace.
Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus profond, qui est celle de nos fondations. Pendant très longtemps, il y a eu un certain consensus entre la gauche et la droite sur la finalité même de nos sociétés, qui était d'abord et avant tout économique, à savoir de produire et de redistribuer. Il y a un consensus, alors la gauche et la droite y apportent des réponses différentes. Pour la droite, la production suppose une certaine liberté, la redistribution doit se faire au mérite. Pour la gauche, la production est parfois planifiée, la redistribution doit se faire de manière plus égalitaire. Mais en réalité, sur ces deux objectifs de production et de redistribution, comme but premier de nos sociétés, il y avait un certain consensus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit la crise climatique avec une planète qui effectivement est complètement rincée? C'est que ces deux objectifs qui ont toujours fait le consensus dans la plupart de nos sociétés sont en train de s'effondrer et que le nouveau modèle n'est pas encore venu en substitution à tout ça. Et donc, moi, il me semble, comme observateur de la vie démocratique d'une part et comme militant des vulnérabilités d'autre part, parce qu'il y a énormément de causes que je défends dans le débat public qui ont trait à la question des vulnérabilités, il me semble qu'on avait des choses à dire. Les vulnérabilités nous amènent à poser la question de la limite de l'homme, de la limite de la nature, de leur nécessaire interdépendance, mais aussi des vulnérabilités de nos institutions, hein. Notre conviction, c'est que nul homme, nul parti politique, nul pouvoir ne peut ne sortir du pétrin seul et qu'il y a la nécessité aujourd'hui de coopérer et de conjuguer les pouvoirs pour mieux travailler. Alors Gaëtan de Royer, comment peut-on agir concrètement, selon vous, pour redonner du souffle à cette démocratie? On a besoin de repenser nos institutions. L'expérience que l'on a vécue nous conduit à penser qu'il faut davantage ouvrir les portes au monde associatif dans les institutions. Il y a dans nos associations en France des véritables pépites qui seraient utilement et avec beaucoup d'avantages transposées en matière de politique publique. Je pense que de ce que l'on observe aussi, il faut ouvrir les vannes en matière de droit de saisine. Les citoyens devraient pouvoir saisir l'Assemblée, être force de proposition de loi. On devrait pouvoir ouvrir les vannes du référendum d'initiative citoyenne. Il y a un certain nombre d'ouvertures qui nous semblent intéressantes. On devrait aussi ouvrir nos institutions au droit de la nature. Et puis, plus fondamental encore, je crois qu'il faut aussi repenser nos imaginaires et la place que l'on accorde à l'homme dans la nature. Moi, ma conviction, c'est qu'on a des visions encore beaucoup trop anthropocentrées, qui accordent beaucoup trop d'importance au culte de la force et de la performance, à tout ce qu'on n'a pas compris de Darwin, en fait, qui n'a jamais dit que les espèces qui survivaient étaient les espèces les plus fortes, mais celles qui étaient les plus adaptables, et celles mêmes qui parfois coopéraient. Et je pense nos sociétés sont tout entièrement imbibées de cette espèce de culte de la force, de la performance, qui vient éreinter les hommes et les écosystèmes. Olivier Hamon, à l'inverse, explique très bien que dans la nature, c'est la robustesse qui permet de survivre et pas la performance. La performance et l'optimisation, hein, ça peut aussi être une très grande fragilité, hein. Il suffit qu'il y ait un porte-container dans un détroit comme le canal de Suez qui braque mal et qui bloque tout le commerce international pour voir par un effet de domino des choses s'effondrer après. Moi, je suis un vrai militant des vulnérabilités parce que j'ai compris en vieillissant à quel point elles pouvaient être source de richesse. Et je pense que dans le débat public, on doit mettre de côté un peu cette espèce de prisme du culte de la force et davantage être attentif à ce que peuvent nous apporter les vulnérabilités. Et pourquoi avoir créé les Oubliés de la République? Quelle était votre ambition avec ce projet et quels ont été les fruits? On a créé les Oubliés de la République parce qu'il nous semblait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, il y avait des citoyens et des sous-citoyens. Et que ça, quand on est démocrate et républicain, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Ça, si vous voulez, une première manière de rentrer sur le sujet qui relevait presque d'un prisme moral. Et très vite, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait bien plus à gagner que cette bonne conscience morale, je dirais, à associer le plus grand nombre à la décision publique. Les Oubliés de la République prennent la défense d'un certain nombre de catégories de la population, notamment toutes celles et tous ceux qui vivent une expérience de précarité rue, de sortie de prostitution, de sortie de prison, ou même de jeunes qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance. Soit autant d'individus qu'on ne regarde pas tellement dans la rue, dont on ne se soucie pas énormément, surtout on ne se soucie pas du tout de savoir s'ils votent, s'ils ont un avis politique, s'ils ont des choses à nous dire.
Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière et que quand on a une expérience aiguë des vulnérabilités, en fait, on a beaucoup de choses à raconter parce que, on a été amené à se remettre en question et surtout parce qu'on a vécu les logiques excluantes de cette machine qui ne voit les hommes et les ressources qu'à travers leur utilité matérielle, qu'à travers le prisme de la performance. En gros, quand on n'est pas performant, on jette. Et donc, ils ont quelque chose à nous dire de nos sociétés qui sont des sociétés excluantes, qui sont des sociétés excessivement matérialistes et qui sont des sociétés tournées tout entières vers ce culte de la performance. Il s'avère qu'à titre privé, j'ai été très engagé auprès d'une association qui s'appelle Au Captif la Libération, qui consiste à faire des maraudes sociales. Et donc, je tournais dans les rues de Paris tous les mardis soirs. Je me suis rendu compte au bout de quelques semaines que j'y retournais presque non pas pour les autres, mais presque plus pour moi. C'est à tel point ça m'apportait dans la manière avec laquelle ça venait renverser mon référentiel et re-questionner mon rapport à l'autre, re-questionner mes imaginaires. On s'est rendu compte dans le débat public que c'était un peu la même chose, hein, qu'il y avait véritablement quelque chose à apporter. Il y a une députée de Grenoble, parce qu'on a lancé un format de rencontre qui se veut transformant, qui s'appelle Chaque pas compte. Alors l'idée, c'est de prendre un politique, un député ou un sénateur par exemple, et de prendre un exclu et de leur demander de marcher au moins une fois par mois, au moins 1 heure pendant 6 mois pour approfondir la relation, pour faire en sorte qu'il y ait de véritables rencontres, sortir le politique de son bureau, le reconnecter à ses sens. Moi, je crois beaucoup aux vertus de la marche qui stimulent la pensée, qui ne trouvera pas de problème à cultiver le silence, silence duquel jaillissent parfois des fulgurances. Et donc, on a proposé cette expérience à une députée de Grenoble qui nous a dit, écoutez, moi, je veux bien recevoir 1 ou 2 exclus comme ça pour les aider, mais j'aurais pas tellement le temps d'en faire plus. Et au fond de moi, je me disais, mais en fait, cette personne-là, ne comprend pas qui a le plus à gagner dans cet échange. On est souvent en France dans une logique descendante qui consiste à tendre la main avec une espèce de prisme moral dont je vous parlais tout à l'heure, quand en réalité, quand il y a un échange, il est toujours à double sens et il est parfois beaucoup plus transformant du côté dans lequel on ne s'y attendait pas. Quels défis doit-on s'attendre à affronter lorsqu'on se lance dans le lobbying? Quelles sont les méthodes essentielles pour s'y préparer? À la question de savoir ce qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans une opération de lobbying, le livre donne un certain nombre de clés qui sont des clés méthodologiques, mais on passe avant par un certain nombre de conseils qui me semblent plus essentiels encore, parce que quand bien même toutes ces clés méthodologiques seraient appliquées, il y a quand même quelque chose auquel on est souvent confronté, qui est l'indifférence du politique. Je pars du principe, si vous voulez, que le regard de la société est mort dans le sens où il a perdu toute capacité d'émerveillement et toute capacité de véritable et profonde attention. Donc, réémerveiller le regard du politique, qui est un regard qui, à mon avis, est souvent un peu mort, c'est l'aider à retrouver le sens de l'essentiel et le sens de la hiérarchie. Je défends par exemple une association qui s'appelle Conscienta, qui fait des réinsertions d'ex-détenus et qui fait un boulot incroyable, qui est hyper innovante puisqu'elle a développé le principe de pair et danse. C'est-à-dire que ce sont des anciens détenus réinsérés qui accompagnent des anciens détenus en réinsertion, H24, 7 jours sur 7, donc avec vraiment quelque chose d'incroyable que l'administration pénitentiaire n'est pas capable de faire, hein, à travers les SPIP. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec une députée qui était censée être la spécialiste des politiques carcérales de son groupe et qui a eu une réaction étonnante. C'est qu'elle nous a dit à la fin, ah oui, mais des associations comme vous, j'en reçois toujours et beaucoup. Et en fait, il y a, je trouve, en politique, une incapacité à voir le beau là où il est. Il y a une incapacité à voir l'innovation là où elle est. Et donc, pour moi, il est très important d'encourager le politique à se déprotéger au sens premier du terme pour être à nouveau accessible à ce qui est véritablement essentiel. Dans le livre, on prend un exemple qui fera sourire certains, qui est la première manifestation poético-politique du monde du lobbying, à travers l'expérience que l'on a avec Mathieu Simonet, qui est un écrivain, et qui défend le droit des nuages, c'est-à-dire la protection juridique des nuages. Et pour poser cette question de faut-il protéger les nuages, parce qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser face aux tentatives de plus en plus fortes d'ensemencer les nuages, hein. Aujourd'hui, on peut faire pleuvoir des nuages.
en balançant des solutions chimiques dans le ciel avec des petites fusées. Et à travers cette question-là, se pose, à mon avis, pas mal de sujets de fond sur lesquels on ne va pas revenir parce que c'est pas l'objet, mais aussi de forme. C'est que quand on utilise le nuage comme un objet politique, on mobilise dans l'imaginaire du politique un certain nombre de choses qui vont le rendre plus sensible et plus ouvert. Moi, je trouve que c'est une symbolique, le nuage, qui est intéressante parce que ça nous amène à une plus grande douceur dans le débat public. Il y a quelque chose qui nous ramène à notre enfance, à des moments où on pouvait rêver en regardant le ciel. C'est un sujet qui est hyper technique, qui nous pousse à une plus grande coopération et une plus grande attention. En fait, on est tous sur un pied d'égalité sur la question des nuages parce que c'est extrêmement complexe. Et surtout, ça nous apprend, je pense, à re-regarder l'essentiel. Ouais, en fait, les neurosciences nous montrent que 2% seulement de l'activité cérébrale est réfléchie et le reste est souvent automatique. Donc, ça veut dire que nos pensées sont souvent conditionnées par des émotions ou par des schémas qui sont profondément ancrés dans notre inconscient. C'est ce que j'appelle en fait l'imaginaire. Amener un sujet de façon un peu décalée comme le droit des nuages ou être sur le registre de la poésie ou plus généralement être sur le registre des émotions, ça peut venir court-circuiter en fait cette pensée automatique qui fait qu'on ne vous écoute pas véritablement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je note que dans l'histoire de la pensée politique, ceux qui ont été les plus efficaces pour venir re-questionner nos imaginaires, c'est soit des poètes comme Victor Hugo, ou soit des prédicateurs qui n'ont pas honte de parler de concepts comme l'amour, comme Martin Luther King. Et ça me semble très intéressant en fait dans un débat public qui est très sclérosé, qui est très morne, qui est un peu éteint en fait, c'est d'essayer de réveiller quelque chose du domaine de l'émotion. Si on voulait résumer, le plus intéressant, c'est d'ouvrir son cerveau droit. Trop souvent dans le lobbying, on est confronté à des gens qui raisonnent avec leur cerveau gauche, c'est-à-dire avec des capacités analytiques. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est ce qui explique que les sujets essentiels n'avancent pas. C'est qu'en fait, la raison ne suffit pas. On ne mobilise pas assez souvent dans le débat public les leviers que sont l'émotion, la beauté, la poésie, ou en tout cas des pas de côté pour essayer de rentrer dans la forteresse avec un petit cheval de Troie. Mais beaucoup ressentent un profond sentiment d'illégitimité dans ces démarches. Comment peut-on le dépasser, le vaincre, et comment permettre à des publics ayant vécu cette vulnérabilité de s'impliquer davantage? Quelles sont les conditions d'une plus grande participation des publics qui ont une expérience aiguë, on va dire, des vulnérabilités? Eh ben, la première des conditions, c'est de lutter contre leur sentiment d'illégitimité. Comme elles ont souvent été en marge de la société, en marge de la cour d'école, en marge du monde professionnel, etc., elles ont l'impression au plus profond d'elles-mêmes qu'elles ne valent pas grand-chose. Lutter contre le sentiment d'illégitimité, c'est un vrai travail individuel hein, qui consiste à leur redonner confiance. Nous, avec les Oubliés de la République, on a mis en place une méthode assez simple hein, autour d'ateliers d'écriture, où par le jeu notamment, le jeu et l'écriture, on les amène à prendre conscience du fait que leur parole est une arme, que leur parole peut émouvoir, que leur parole peut faire rire. Et en cela, elles se redécouvrent comme acteurs ou actrices de leur destinée, capables de s'exprimer et de dire quelque chose. Donc là, pour moi, ça, c'est une première condition qui ne doit pas du tout être sous-estimée, parce que sinon, on tend le micro à quelqu'un qui dit, je n'ai pas grand-chose d'intéressant à vous dire. Il y a une deuxième condition qui est de créer les conditions d'une écoute réelle et effective en face. Quelque part, s'il faut armer les uns, il faut déprotéger les autres au sens propre du terme, c'est-à-dire les rendre sensibles au sens propre du terme. Aviver cette sensibilité, c'est tout ce dont on parlait jusqu'à maintenant. On a des politiques qui sont des stakhanovistes du contact et qui du coup se protègent. Parce qu'ils ont plusieurs centaines de contacts par jour, donc en fait, ils vivent dans une espèce d'apparence d'empathie, mais souvent, il faut reconnecter leur empathie. Alors, nous, on a des formats de rencontres qui se veulent un peu transformants, où on essaye de jouer sur l'empathie pour les déprotéger. Donc, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on parlait du format Chaque pas compte. Lors de la rencontre, l'oublié, en fait, ou l'exclu, arrive avec un objet qui est censé le résumer, le confier au politique, qui s'engage à le garder pendant un mois, hein, le temps de revoir l'autre, hein, sur son bureau pour penser à lui tous les jours. Vous voyez, ça fait partie des petites choses qu'on essaye de mettre en place. Donc ça, c'est une deuxième condition, c'est que
On pourrait organiser des rencontres assez classiques dans des bureaux. Je ne suis pas sûr que ça imprimerait véritablement. On peut voir aussi deux autres conditions. Il est évident que si on veut peser, parfois, il faut entrer dans cette dimension de l'action collective, ce qu'on appelle le community organizing. C'est quelque chose que l'on a essayé de mettre en place, par exemple, sur la protection de l'enfance. On a obtenu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la protection de l'enfance. Et face à cette commission d'enquête, on a lancé, nous, une shadow commission d'enquête pour veiller à ce que la parole des premiers concernés soit en permanence au centre du débat et veiller à ce qu'on n'oublie pas les jeunes de l'ASE dans cette commission d'enquête. Bon, bah, le community organizing, ça décuple de beaucoup l'efficacité et la force du discours. Et puis il y a une quatrième condition aussi que l'on peut citer, c'est la collaboration avec le pouvoir politique, qui n'est pas forcément intuitive en une période où les discours sont extrêmement clivants, où on renoue avec une certaine violence politique, où il y a une très grande intolérance qui prend une bonne partie de la population française. Mais ça, c'est là pour le coup, c'est la culture du lobbying que nous, on inculque en fait à la culture associative et à la culture militante plus classique. On est très partisan d'une variante pacifiste, on va dire, du community organizing, où l'idée est vraiment de se positionner en expert plus qu'en militant. En expert d'une expérience, ce qu'on appelle l'expertise expérientielle des premiers concernés, et de briller plus par la qualité de nos contributions au débat public, par la qualité des notes que l'on produit, par la pertinence des témoignages que l'on met en avant, par la capacité que l'on a à articuler un récit individuel avec une approche beaucoup plus collective, et ce faisant à se faire reconnaître comme indispensable à la construction des politiques publiques. Se faire apprécier, se faire reconnaître pour ses qualités plus que pour les seuls décibels que l'on est capable de délivrer dans la rue avec des tambours et des trompettes, c'est pour moi une condition d'influence pérenne et durable. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un plaidoyer? Quels sont vos conseils alors pour le construire et quelles qualités faut-il absolument développer? Pour une association, je dirais qu'un plaidoyer, c'est une manière de faire vivre dans le débat public sa raison d'être. C'est-à-dire d'apporter de façon assez généreuse même, et parfois désintéressée au plus grand nombre, son expertise, les enseignements que l'on tire de son expérience, les recettes que l'on applique sur son terrain, et de voir comment est-ce que ces recettes peuvent inspirer des politiques publiques à une autre échelle. Ça nécessite des capacités d'abstraction qui ne sont pas évidentes, ou en tout cas qui ne sont pas des réflexes dans le monde associatif. Et il y a quand même un petit exercice de translation. Qu'est-ce qui, dans mon association, peut inspirer des politiques publiques et comment est-ce que je peux opérer cette translation de façon efficace? Un plaidoyer efficace, c'est un plaidoyer qui va apporter des solutions et pas se contenter de dénoncer des problèmes. C'est un plaidoyer qui sera constructif, qui sera solidement étayé, qui s'appuiera effectivement sur des informations sourcées, éventuellement des études d'impact. Ensuite, le plaidoyer, il faut le porter. Donc c'est aussi une capacité à bien profiter des opportunités que nous offre le débat public, à être attentif en fait aux évolutions d'agenda, aux positions des uns et des autres, à la manière avec laquelle on va pouvoir nouer des alliances avec certaines organisations ou avec certains politiques. Donc ça suppose évidemment une certaine appétence pour le débat public, une certaine connaissance des circuits de la décision, mais qui n'est pas du tout inabordable, hein. Diriez-vous qu'aujourd'hui il faut remettre de l'amitié entre les membres de la cité? Et si oui, alors comment faire? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le débat politique est outrancier, qu'il est souvent trop violent, quand en réalité, on est confronté à une somme d'enjeux comme on n'en a probablement jamais connu dans l'histoire, je dirais même de l'humanité, hein. L'extinction de masse des espèces animales, l'acidification des océans, le réchauffement climatique. Il y a quand même un certain nombre d'enjeux qui sont absolument effroyables. Et face à ça, on a des sociétés qui sont de plus en plus divisées et qui ne s'écoutent plus. Il y a certainement dans tout ça ce qu'on appelle l'archipélisation des sociétés, les replis identitaires. Donc on a des petites îles en fait qui s'éloignent, qui dérivent les unes des autres, qui vivent en bulle. Les gens ne se côtoient plus, ne se parlent plus, ne se connaissent plus. Et on observe une baisse de l'empathie entre les individus.
Les neurosciences nous ont montré d'ailleurs que l'empathie était un concept tribal, hein. Ce sont les tribus préhistoriques qui manifestaient de l'empathie en leur sein qui ont survécu, celles qui n'en manifestaient pas qui ont été éradiquées. Donc l'empathie est à portée de tout le monde, mais elle reste co-substantielle à la tribu. Donc pour créer en fait les conditions du changement, il faut qu'on se parle. Et pour qu'on se parle, il faut qu'on se sente appartenir à la même humanité. Donc pour moi, le politique a cette responsabilité de rassembler et par les sujets qu'il met sur la table, essayer de parler à une même et unique humanité pour que chacun puisse se reconnaître. Pour moi, le thème par excellence, hein, pour ça, c'est les vulnérabilités, hein, dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est le propre de l'homme et qu'à travers les vulnérabilités, on peut parler des limites de l'homme et de la nature, on peut parler de la nécessaire interdépendance entre tous ces éléments du vivant, et donc aborder finalement un certain nombre d'enjeux forts dont on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a une espèce de surconfiance dans nos opinions politiques, d'instantanéité, de culture du clash qui viennent s'opposer à tout ça. Le politique doit très certainement réinsuffler du désir et de l'amitié. Effectivement, c'est ce pourquoi je plaide dans le livre entre les membres de la cité, parce que seul, on n'y arrivera pas. Enfin, j'en suis convaincu. Pour conclure Gaëtan, quel message essentiel désirez-vous adresser à celles et ceux qui souhaitent transformer le lobbying ou alors carrément s'y engager? L'expérience nous a montré qu'avec un petit nombre d'individus, avec un peu de scotch et des bouts de ficelle, on arrivait parfois à déplacer des montagnes, que tout était question et d'abord et avant tout de conviction et de capacité à faire bouger les lignes en requestionnant nos imaginaires et en le faisant d'une certaine manière, c'est-à-dire pour réveiller les esprits encombrés, embrumés, en faisant parfois un petit pas de côté, en jouant sur la poésie, sur le beau, sur les émotions. Et que quand on est aligné, en fait, avec ces valeurs, on arrive à faire énormément et que pour ça, il faut dépasser, son sentiment d'illégitimité qui peut sommeiller en chacun de nous, d'une part, et surtout se débarrasser complètement de l'esprit de renoncement, le à quoi bon que chacun peut maugréer dans son coin. Ben, à quoi bon, en fait, si, ça vaut vraiment la peine parfois de se battre pour défendre ses valeurs. Ben, parce que d'abord, que l'on gagne ou pas, ce qui fait la beauté de la bataille, c'est la cause que l'on embrasse. Et merci d'avoir écouté cet échange inspirant avec Gaëtan Deroyer. À travers son parcours et ses convictions, il nous rappelle que le pouvoir d'agir n'est pas réservé à une élite. Chacun peut faire entendre sa voix et contribuer au débat public. En plaçant l'humain, l'émotion et la coopération au cœur du lobbying, il ouvre la voie à une démocratie plus vivante et inclusive. Maintenant, c'est à vous de jouer. Osez, engagez-vous, mais surtout, incarner le changement. Et sur ce, on vous dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire découvrir à l'un de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts inspirants. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu.